Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour émission spéciale consacrée aujourd'hui à la commémoration du 49e anniversaire du déclenchement de la lutte armée des Sahraouis pour s'affranchir du joug colonial espagnol. Le Front Polisario a vu le jour un certain 10 mai de l'année 1973 pour prendre à bras le corps la revendication sahraoui. Cette date qui marquera un tournant dans le destin des Sahraouis qui ont choisi le chemin de la lutte, quel qu'en soit le prix à payer. Depuis, cette lutte n'a jamais cessé. Les colonisateurs contre les colonisateurs espagnols s'étant donc retirés en 1975 sans achever le processus colonial, laissant tout le peuple sahraoui entre les mains d'une autorité marocaine en prédation, criant au monde que le Sahara occidental, sur lequel le Maroc ne détient aucune autorité, est marocain, déclenchant ainsi une autre lutte contre ce nouveau agresseur dont le droit, ou ce nouvel agresseur dont le droit international a tranché depuis longtemps avec la résolution onusienne 1514 de l'Assemblée générale le 14 décembre 1961. Bref, 49 ans après, qu'est-il advenu de la question sahraoui et du processus de l'autodétermination? Et surtout, qu'en est-il de la responsabilité de la puissance administrante, c'est-à-dire l'Espagne, dont le Premier ministre Pedro Sánchez s'est débiné au vu et au su de tous? Pour en parler avec nous par Skype, nous avons le représentant du Front Polisario de Valencia, depuis l'Espagne, Monsieur Habiballah Al-Kourri. Monsieur Habiballah, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah bon. Et nous avons également par téléphone depuis Paris Claude Mangin. Pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas, Claude Mangin est, et je le rappelle, l'épouse du militant politique sahraoui Naama Asfari, qui a été détenu dans les geôles marocaines de Gdeim-Izik en 2010 et qui donc continue de faire les frais d'une politique de torture et de maltraitance des militants sahraouis par le Maroc. Madame Claude Mangin, bonsoir et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Bonsoir, madame. Merci à vous d'avoir accepté donc notre invitation. Pour commencer et aller dans le vif du sujet, le déclenchement aujourd'hui, c'est le 49e anniversaire du déclenchement de la lutte sahraoui. Les Sahraouis commémorent cette date parce que elle est chargée et elle a plus d'un symbole, ou elle comporte plus d'un symbole. Aujourd'hui, monsieur Habiballah Al-Kourri, quel bilan doit-on faire 49 ans après? 49 ans après, il y a l'État sahraoui, reconnu par presque 80 États du Parlement. Et il y a un peuple en lutte qui a le respect et le soutien de plusieurs pays en Amérique latine, en Asie et en Afrique, et une nation en lutte acharnée, décidée à arracher sa libération totale. Oui, alors 40 ans après, 49 ans plutôt après, plus ou presque la moitié d'un siècle, dont cette lutte, le peuple sahraoui n'a jamais baissé le bras. Qu'adviendra-t-il de cette cause sahraoui devant cette responsabilité espagnole, une responsabilité de l'ancienne puissance coloniale administrante qui aujourd'hui, par le biais de son Premier ministre, a plutôt choisi d'être du côté de l'agresseur, monsieur Habiballah? L'Espagne d'aujourd'hui n'assume pas sa responsabilité historique. Oui. L'erreur et la faute et la trahison incombe au président du gouvernement espagnol, mais pas à l'Espagne en tant qu'État et en tant que peuple. La position de M. Sánchez est une position isolée. Oui. Et il n'a pas le soutien ni du Congrès, ni du Parlement espagnol. Très bien. Oui, allez-y, M. Habiballah. Cette position est liée au chantage exercé
sur la personne du président du gouvernement espagnol. Alors, oui, on va y revenir justement sur cette position. Monsieur Habiballah, restez toujours avec nous. Je vais aller donc vers vous, Madame Claude Mangin. Si on devait faire un commentaire aujourd'hui sur ce revirement de position du Premier ministre espagnol, quel serait-il? Il est dans la droite ligne de tous ces pays colonialistes, néocolonialistes, qui ne veulent pas reconnaître qu'un peuple a droit à l'autodétermination, comme l'a dit toutes les résolutions de l'ONU, et qui l'ont prouvé par justement 49 ans de lutte, qui continue encore aujourd'hui et qui a même repris comme lutte armée en novembre 2020. Donc c'est une décision qui va à l'encontre de l'histoire, et on a vu combien l'Espagne s'est rebellée contre cette décision personnelle apparemment de Monsieur Sanchez, qui est dans les mains du roi du Maroc pour des sombres histoires finalement de chantage à la migration, et peut-être même pire, d'après ce que j'ai lu aussi. Oui. Alors, Madame Claude Mangin, vous êtes, il faut le rappeler, je le rappelle à ceux qui peut-être pourraient donc se joindre à nous à l'instant, ou ceux qui viendraient se joindre à nous à l'instant. Vous êtes, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, que vous êtes l'épouse de Narma Asfari. Narma Asfari qui n'est plus à présenter. C'est l'un, je crois, des prisonniers les plus connus sur la scène sahraoui, mais également sur la scène internationale. Il a été détenu dans les geôles marocaines depuis 2010, c'est-à-dire dans l'affaire de Gdeim-Izik. Alors, la question, où en est l'affaire, Madame Claude Mangin? Eh bien, justement, on parlait de lutte armée. Alors, Narma Asfari et ses 18 compagnons qui sont en prison après l'affaire de Gdeim-Izik le sont en prison, bien qu'ils soient des militants pacifiques. Et puis que l'affaire de Gdeim-Izik a été un mois de résistance pacifique à l'occupation marocaine. Et bien, c'est une autre manière pour le peuple sahraoui de se battre et d'exiger leur liberté. Et donc, il y a un certain nombre de prisonniers politiques sahraouis qui, par leur présence dans les prisons marocaines, montrent la détermination de tout un peuple. Alors, eux qui sont en prison, leurs familles qui souffrent depuis bientôt 12 ans, et toute la solidarité qui les soutient, comme je pourrais vous en parler tout à l'heure, avec ce qui s'est passé à Rabat la semaine dernière pendant 4 jours, où un certain nombre de juristes et d'avocats sont venus au cœur de la capitale du royaume rencontrer l'ensemble des familles de Gdeim-Izik, ce qui ne s'était pas fait depuis le deuxième procès, depuis 5 ans. Oui, alors absolument, nous allons y revenir parce que c'est très important pour nous de savoir comment les choses ont évolué pour les prisonniers sahraouis qui sont un petit peu les oubliés de cette cause, et on va le voir avec plusieurs militants qui sont donc détenus et qui donc font ou ferait des grèves de la faim sans que l'opinion publique ne s'en inquiète beaucoup en tous les cas. Je reviens vers vous, Monsieur Habib Allah Al-Khouri. Aujourd'hui, comme on le disait, cette position ne reflète pas, si vous voulez, l'opinion de toute ou du peuple espagnol, de toute la société espagnole, mais elle ne reflète justement que l'avis même ou la position même du Premier ministre Pedro Sanchez. C'est bien cela que vous allez tout à l'heure donc dit. Et justement, c'est dans ce sens qu'il va falloir peut-être 49 ans après définir le sort et le destin de cette question sahraoui, l'une des dernières questions de décolonisation en Afrique. Monsieur Habiballah. C'est vrai que cette lutte et cette cause a beaucoup duré, mais n'est pas la seule. La cause palestinienne, et avant ça, la lutte contre l'apartheid a duré plus de 70 ans. C'est ça que je disais dernière en Afrique, oui. Si, en Afrique, si, c'est la dernière. Et la cause principale, et surtout la non-responsabilité de la puissance administrante qui demeure
l'Espagne, mais aussi l'Espagne jouit du soutien inconditionnel d'un membre du Conseil de sécurité qui est la France et qui soutient aussi la position du Maroc qui empêche les Nations Unies et surtout la mission des Nations Unies pour l'organisation des référendums occidentaux, la MINURSO, d'appliquer les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et des Nations Unies. Oui. Donc, il y a ici une responsabilité de la communauté internationale, mais surtout de l'Espagne et de la France. Oui. Monsieur Habiballah, pour rester un petit peu dans cet aspect de décolonisation aujourd'hui, pourquoi pensez-vous qu'il y a autant de tergiversations à aller vers un règlement de cette crise sahraoui, alors que la solution, elle est toute faite, elle est onusienne. Il y a également l'article, la résolution 15-14 de 1961. Je veux dire que tout est mis en place pour aller vers un règlement. Pourquoi cette question suscite-t-elle ou provoque-t-elle autant de tergiversations? D'une part, il y a surtout les intérêts économiques. L'exploitation des ressources naturelles sahraouies sont exploitées principalement par les deux États européens du Nord, à savoir la France et l'Espagne. Il n'y a pas seulement les phosphates, il y a aussi la pêche, il y a aussi des richesses en or, en pétrole, en gaz, etc. C'est surtout les intérêts économiques. Mais aussi parce que au Conseil de sécurité, il n'y a pas un rapport de force qui exige, qui impose, qui oblige le Maroc à appliquer les résolutions des Nations Unies. Et il suit la ligne de conduite de son nouveau allié qui est Israël. Oui. Oui, alors, Madame Claude Mangin, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, on peut aller, ou de manière générale, toutes les résolutions onusiennes sont là pour permettre d'aller vers une solution définitive. Et il y a des pays qui bloquent en dépit de ça, même quand il s'agit, par exemple, au sein du Conseil de sécurité. Alors, pensez-vous aujourd'hui qu'avec ces revirements, cela risque un petit peu de faire ou de mettre la question sahraoui un petit peu dans le tiroir? Non, je ne crois pas du tout. C'est encore une gesticulation du Maroc qui n'a pas du tout réussi ce qu'il avait espéré après que M. Trump ait demandé au roi de reconnaître Israël contre la reconnaissance de l'Amérique de la marocanité du Sahara. Le roi, justement, pensait que tous les pays européens allaient emboîter le pas, et ce qui n'est absolument pas arrivé. Alors, effectivement, l'Espagne a dit que la question de l'autonomie, qui est la proposition du Maroc, qui n'a absolument aucun fondement juridique, était la base de négociation, alors que la France dit qu'elle est une des bases. C'est la seule différence. Mais bon, comme vous le savez, l'Espagne n'est pas membre du Conseil de sécurité, la France l'est. Et donc la France n'a pas passé ce pas-là que vient de faire l'Espagne. Oui. Mais à mon avis, ce que le Premier ministre espagnol a dit peut être déni à un autre moment. Et comme vous le savez, M. Biden, bien sûr, n'a pas été contre ce qu'avait dit M. Trump, mais il n'en a plus reparlé. Oui. Donc c'est de la gesticulation du roi du Maroc qui pense que les choses vont finir par se régler toutes seules. Or, justement, en cet anniversaire de la lutte armée du peuple sahraoui, on voit que le peuple sahraoui tout entier, qu'il soit dans les campements avec la reprise de la guerre et qu'il se serre la ceinture un peu plus pour pouvoir nourrir les troupes, que ça soit dans les territoires occupés où les militants se battent et obtiennent et sont encerclés, assiégés en permanence, comme l'est Madame Sultana Raya depuis plus de 450 jours maintenant, avec une Américaine
qui fait grève de la faim dans sa maison de Boujdour, ou bien les familles des prisonniers politiques et les prisonniers dans les prisons. Tout un peuple est en lutte, malgré, comme vous dites, 49 ans. Et donc ça montre bien que le peuple sahraoui existe et que, bien que le Maroc fait tout pour dire que ce n'est pas que les Sahraouis sont des Marocains, comme il y a des riverains marocains, eh bien non, le peuple sahraoui existe et se bat depuis 49 ans avec beaucoup de courage et il existe dans toutes les instances internationales. Et moi qui travaille beaucoup avec Genève, avec le comité contre la torture, avec le Haut Comité des droits de l'homme, eh bien nous obtenons des victoires tous les jours. Les dernières sont, pour la 4e fois, le Maroc a été condamné pour torture sur un prisonnier de Dimizik. Donc ça fait maintenant 4 fois. La première condamnation a eu lieu en 2016 sur Nama Asfari, et ce qui a provoqué d'ailleurs le fait que j'ai plus le droit d'y retourner. Mais maintenant, en décembre 2021, novembre 2021, il y a 2 nouvelles décisions qui ont été prises contre le Maroc, pour le cas de M. Abaa et le cas de M. Bourial. Et donc ça va faire 4 fois que le Maroc est condamné pour cette torture, ce qui montre que le procès les 2 procès qui ont eu lieu et où les prisonniers ont été condamnés à des peines allant de 20 ans à perpétuité sont des procès nuls et non avenus, les condamnations ont été faites sur des aveux obtenus par la torture et que le comité des droits de l'homme a reconnu que le Maroc est bien coupable de torture. Donc ces prisonniers devaient être tout simplement libérés. Alors le week-end dernier, du 7 au 10 mai, donc 5 juristes internationaux sont allés à Rabat pour rencontrer 18 des 19 familles pendant 4 jours. Eh bien, donc il y avait un juriste norvégien de la fondation Rafto qui donne des prix pour les droits de l'homme. Il y avait une avocate spécialisée dans les droits de l'homme américaine, 2 avocates françaises et une avocate suisse. Donc, ont pu pendant 2 jours écouter les témoignages très poignants des familles et ensuite aller rencontrer un certain nombre d'ambassades à Rabat. Et puis les prisonniers eux-mêmes ont pu enfin retourner voir leurs familles, leurs prisonniers. Au moins, les familles ont pu enfin voir leurs prisonniers, au moins les prisons les plus proches de Rabat, c'est-à-dire Kénitra et Tiflet. Et donc, moi, j'étais très, très, très émue parce que j'ai pu y participer avec un certain nombre de personnes par visioconférence et j'avais invité la responsable norvégienne de cette opération qui s'appelle Tone Moe, qui avait été elle-même expulsée le jeudi précédent puisqu'elle est connue par le Maroc parce qu'elle a Comme vous l'avez été vous-même, Madame Mangin, il faut le préciser pour nos téléspectateurs, à plusieurs reprises, vous avez été empêchée de rentrer dans les territoires marocains. Oui, effectivement. Et donc cette jeune avocate juriste qui avait donc observé tout le procès en appel a organisé cette rencontre et elle a été expulsée. Mais la rencontre a bel et bien eu lieu parce que les autres avocats n'étaient pas repérés, sont arrivés de différentes régions du monde et en décalé. Et donc ça a été un moment extraordinaire que ces familles aient pu se retrouver pour la première fois depuis 5 ans, puisque la grande vengeance coloniale du Maroc a été de disperser tout ce groupe après le procès, et donc ils avaient plus cette force du groupe et les familles se sont plus retrouvées, et puis en plus avec les 2 ans de Covid, plus de visites. Donc ces familles, on les a entendues, elles ont pu parler, elles ont pu dire tout ce qu'elles subissent et tout ce que leurs prisonniers subissent, et ensuite les avocats ont pu témoigner auprès de l'ambassade de Norvège qui avait invité les États-Unis, l'Angleterre, la Suède et le Mexique dans leur ambassade ont pu témoigner de tout ce qu'ils avaient entendu. Ils ont aussi rencontré l'ambassade de Suisse et l'ambassade d'Afrique du Sud. Et puis les familles des prisonniers ont fait un sitting devant l'administration pénitentiaire pour demander 2 choses qui sont, comme vous l'avez rappelé, toujours réclamées par les prisonniers, y compris par des grèves de la faim longue, leur transfert dans les prisons du Sahara occidental, comme le veut le droit international humanitaire des conventions de Genève. Ils ne devraient pas être au Maroc, mais bien au Sahara occidental occupé, et les regroupements dans une même prison, afin que les familles puissent, qu'il y ait toujours des familles qui puissent aller voir leurs prisonniers, même s'ils sont très loin.
Très bien. Alors, Monsieur Habiballah, est-ce que vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Madame Claude Mangin concernant la situation très précaire des prisonniers sahraouis, je le précise? Bien sûr. Oui, allez-y. Les souffrances que subissent ces prisonniers et leurs familles doivent mobiliser l'opinion internationale et doivent obliger cet État colonisateur marocain qui se proclame comme démocratique, entre guillemets, pour que ces prisonniers puissent être libérés parce que leur condamnation et leur jugement étaient illégaux. Et il est en contradiction avec les conventions de Genève et annexes de 1948. Alors, donc, oui, allez-y, Monsieur Habiballah. Il ne viole pas seulement le droit international, il viole aussi les conventions dont il est signataire. Alors, Monsieur Habiballah, comment vous expliquez depuis quelques jours ce comportement du Makhzen ou des autorités marocaines à vouloir à chaque fois prêter, je veux dire, des positions et des déclarations à certains pays comme la Turquie ou les Pays-Bas pour dire que ce sont des pays qui ont reconnu l'autonomie sur du Sahara occidental, du Maroc sur le Sahara occidental, et que tout de suite il y a eu des démentis. Par quoi s'explique cet impair politique de la part du Maroc ou des autorités marocaines? Les autorités marocaines ont toujours eu ce genre de comportement parce qu'ils ont adopté une politique annexionniste connue par tout le monde, mais aussi parce qu'ils sèment cette maladie qui dit que le Maroc, avec sa ruse et avec son intelligence, il peut tromper l'opinion interne comme externe pour faire avaler à tout le monde cette pseudo-autonomie qu'il juge comme solution pour le conflit du Sahara occidental. Le territoire sahraoui, qui est de 260 000 km² est reconnu par la communauté internationale comme un pays non autonome et qu'il doit passer par la feuille de route de la décolonisation. La souveraineté appartient au peuple sahraoui. C'est au peuple sahraoui de décider de son sort. Oui, allez-y. Ni l'Espagne, ni le Conseil de sécurité peuvent obliger le peuple sahraoui à décider autre chose que ce que le peuple sahraoui veut, et ce qu'il veut est clair. Il veut l'indépendance. Nous ne voulons même pas l'extermination. Nous voulons l'indépendance totale du Sahara occidental. Et ça, le Maroc le sait. Les amis et les alliés du Maroc, les lointains ou proches, savent que le peuple sahraoui est uni pour lutter jusqu'à la libération totale de son pays. Oui, alors il faut, juste pour la précision, donc monsieur Habiballah Al-Qurri, Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a justement réitéré ou rappelé la position de l'Union européenne concernant le règlement de la question sahraoui, c'est-à-dire le droit international, et dit apporter son soutien ainsi que tous les membres de l'Union européenne puisqu'ils parlent en leur nom. Il y a cet aspect, monsieur Habiballah, pour rester avec vous, cet aspect qui porte sur la reprise de la lutte armée, vu les violations successives du Maroc de ce cessez-le-feu depuis quelque temps. Qu'en est-il? Le retour à la lutte armée était une réaction à la violation de l'accord qui a été signé par les deux parties sous les auspices des Nations Unies. Oui. Le Maroc a violé cet accord et il doit subir les conséquences. Le statu quo, en fait, favorisait le Maroc
parce qu'il fait de la MINURSO des gardiens pour que le Maroc continue à exploiter d'une manière illégale les richesses. D'où les prorogations répétées du mandat de la MINURSO. Exactement. Oui. Donc, la lutte armée, c'est notre droit légitime. Et le premier slogan du Front Polisario, avec sa proclamation que la liberté s'arrache avec le fusil. Alors, est-ce que, justement, Monsieur Habiballah, vu toutes les transgressions du droit international concernant la question sahraoui, concernant le respect des résolutions onusiennes, quelle a été la position, je dirais, claire et franche du Front Polisario? Est-ce qu'ils vont reprendre carrément les armes, en sachant pertinemment que depuis quelque temps, ils ont repris les armes, justement, à en témoigner par ce qui se passe sur... si vous voulez, le tracé frontalier entre le Maroc, le Sahara occidental, mais également la Mauritanie et l'Algérie, avec des attaques perpétrées contre des ressortissants civils de ces deux pays. La guerre a repris depuis le 13 de l'année dernière. Et ça continue. Ça continue sur tous les fronts militaires. Oui. Et le Maroc le sait, il encaisse, il profite du silence de la communauté internationale et de la non-présence des mass médias libres pour faire rapporter ce qui est sur le terrain. Il ne faut pas oublier que le Maroc se défend à travers une ligne, à travers un mur de barbelés et de mines de 2700 km de longueur. Et cette position n'est pas une position de force, oui. Parce qu'il reçoit quotidiennement des attaques des forces de l'armée sahraoui et ça continue. Oui. Et ça va continuer. Très bien. Oui. Peut-être les mois prochains vont connaître davantage d'opérations qui feront mal similaire. À cette... Oui, M. Habiballah, allez-y. Donc, c'est le Maroc qui essaye maintenant, à travers de ses alliés, d'arracher une nouvelle situation qui va favoriser ce statu quo en poussant vers des négociations qui ne se termineront jamais, parce que le Maroc ne veut pas appliquer les résolutions des Nations Unies. Il veut seulement garder les richesses du Sahara occidental et continuer à exploiter. Et puis faire ces gestes de fausse victoire diplomatique à travers pseudo-victoire diplomatique, oui. Des consulats bidons, etc. sur le territoire. Très bien. Monsieur Habib El-Khoury, désolé de vous interrompre ou de raccourcir un petit peu l'élan de votre ou de vos idées pour un petit peu, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voudrais un petit peu me tourner vers Claude Mangin pour terminer avec l'histoire des prisonniers sahraouis qui sont détenus dans les geôles marocaines. Madame Mangin, il y a Sultana Khaya qui, on vient de le citer, elle est assignée à résidence et qui a donc une américaine avec elle pour la protéger ou lui servir de bouclier. Il y a Aminatou Haïdar qui a été l'une également des détenues les plus célèbres qui s'est faite donc torturer. On lui a même, excusez-moi l'expression, crevé l'œil. Apparemment, c'est une très très bonne technique qui marche dans les prisons donc marocaines parce que c'est à peu près la même torture qui a été donc qu'a subi Sultana Khaya. Il y a également Naama Asfari qui est donc votre époux qui lui également est passé par plein de périples dans les geôles marocaines. Et nous avons également dernièrement Shahid Al-Hafad qui est en grève de la faim. Alors, jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer avec un silence plus ou moins relatif de la communauté internationale? Madame Mangin. Juste, mais je vous demanderai d'être bref parce que nous n'avons que très peu de temps. Il ne nous reste pas beaucoup. Merci. Nous n'avons de cesse que de dénoncer tout cela auprès des Nations Unies. Et donc, suite à cette rencontre de Rabat du mois de mai, nous allons aller à Genève et rapporter tous ces témoignages que ces avocats ont entendus de première main et qui corroborent tout ce que nous avons déjà dénoncé et qui est
mis dans tous les rapports du secrétaire général des Nations Unies et de la haute commissaire des droits de l'homme de Genève. Et tout cela est documenté et est vérifié. Et que les États de l'Union européenne et du Conseil de sécurité ne peuvent pas ne pas en faire état et, et devront un jour demander des comptes à leur allié, le roi du Maroc. Très bien. Donc nous continuons à dénoncer cela et vous nous y aidez et je vous en remercie. Je suis sûre, Madame Claude Mangin, que je vous fais en tous les cas confiance, que vous êtes dans une lutte permanente et que vous faites preuve de beaucoup de détermination dans cette question. Mesdames et messieurs, notre émission tire hélas à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants à 19h, vous retrouverez le journal qui vous sera présenté par Fatma Mhani. Merci.